Présence de mon cher papa qui est au fond de la salle. Merci Patrick de Cazeneuve et Catherine, sa femme, et Ambre, sa fille, pour l'organisation de ce dîner. Et ça me fait très plaisir d'être parmi vous, tous ceux du cercle Bastia, ce soir, en ces moments qui sont des moments importants au niveau économique pour notre pays, des moments que nous suivons évidemment de très très près à la Fondation IFRAP, comme vous le pensez, puisque nous sommes ces derniers temps extrêmement sollicités pour aider à comprendre d'abord cette crise de la dette et aussi pour essayer de trouver des solutions. Je vais vous parler d'abord très brièvement de la Fondation IFRAP et de son engagement. L'IFRAP, comme certains d'entre vous le savent, puisqu'il y a parmi vous de très fidèles soutiens de l'IFRAP depuis de longues années, comme Monsieur Lannes qui est juste là. L'IFRAP, c'est l'histoire d'un homme, Bernard Zimmern, qui en 1985 décide de créer en France l'équivalent de ce qu'il avait découvert aux États-Unis, c'est-à-dire un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion privé issu de la société civile qui a vocation à réfléchir sur les politiques publiques. Je dois vous avouer qu'en France, ça a été au départ très très mal compris, perçu, d'abord pour une raison très claire, et c'est une des choses que j'ai entendues à maintes reprises depuis toutes ces années où je travaille à l'IFRAP maintenant, c'est mais enfin nous avons en France les meilleurs pour réfléchir qui sont ceux de nos administrations sur les politiques publiques, et il n'y a pas de question pour que la société civile se penche finalement sur ce que doit faire l'administration en France. Donc il y a un tournant dans ces années 80, 90 et maintenant 2000 qui fait que maintenant on commence à voir l'émergence de groupes issus de la société civile qui ont le droit de s'intéresser aux politiques publiques. C'est quelque chose de très important parce que ce phénomène think tank que vous avez peut-être déjà constaté dans la campagne, puisque en ce moment tous les journalistes qui nous appellent, enfin une grande partie des journalistes qui nous appellent à la Fondation IFRAP sont des journalistes qui se posent la question de qu'est-ce que c'est les think tanks, à quoi vous servez, qu'est-ce que vous faites, quel est votre rôle, comment ça se fait que vous ayez voix dans la campagne, et finalement pourquoi vous faites tout ça, etc. Donc il y a toute une pédagogie à faire autour de notre rôle qui est au service de l'intérêt général, qui n'est pas financé par l'État, qui n'est financé que par du mécénat. Aujourd'hui à la Fondation IFRAP, nous avons plus d'1 million d'euros de budget, mais seulement issus à la fois de la générosité privée et des abonnements à notre revue Société Civile. Et c'est un pari que nous avons vraiment tenté de relever avec Bernard Zimmern il y a maintenant 3 ans, en disant, puisque l'IFRAP tel que c'était organisé en association serait voué à disparaître dans la mesure où les financements tels qu'ils étaient n'étaient plus pérennes, on va transformer cet institut en fondation d'utilité publique. Pour être une fondation d'utilité publique en France, il faut 1 million d'euros de dotation. Ça veut dire qu'il fallait réunir au préalable 1 million d'euros pour pouvoir faire ce projet. Et tout le monde m'a dit, Agnès, déjà, 1, tu n'y arriveras pas, et 2, personne, et jamais le Conseil d'État ne reconnaîtra l'action de l'IFRAP comme étant d'utilité publique. 18 mois après avoir levé les fonds, on avait la reconnaissance d'utilité publique du Conseil d'État. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est aussi un petit peu impertinent, peut-être parce qu'on sait remettre en question l'organisation de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités locales, et qu'on le fait en allant au fond des choses, avec des faits, avec des chiffres, et qu'on essaie de faire aussi avancer notre pays avec des propositions concrètes. Et je pense que quand le Conseil d'État a rendu cet avis, sans aucun appui politique quel qu'il soit, puisqu'ils sont tout à fait indépendants dans cette décision, eh bien c'était aussi une façon de dire on sent qu'il y a un besoin de changement dans la gestion de nos politiques publiques, dans la gestion de l'État en France, dans la gestion de, finalement, tout ce qui s'appelle la redistribution. Donc, cette fondation, c'est, vous comprenez, à la fois une grande aventure, et depuis que nous sommes fondation d'utilité publique, depuis que j'ai publié ce livre, Les fonctionnaires contre l'État, c'est aussi, de plus en plus, il faut bien le reconnaître, un grand succès. Depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier,
On a déjà eu 180 passages dans les médias. On a fait, il y a 3 semaines, la couverture du Figaro Magazine pour chiffrer le programme du PS. On a chiffré les recettes, les dépenses. On a montré qu'avec le programme tel qu'il était de François Hollande, mais on fera la même chose pour le programme de l'UMP, on avait 50 milliards de déficit supplémentaire dans les 5 ans de la législature qui vient. Donc ce sont des chiffres, tous nos chiffrages sont tout à fait explicables. Cela, on l'a fait bien sûr en partenariat avec la rédaction du Figaro Magazine et à sa demande. Et ensuite, moi j'ai eu l'occasion de débattre sur notamment RMC Info avec le sénateur Vallini, avec Jack Lang, et aucun des deux n'a dit mais qu'est-ce que c'est cette IFRAP qui se permet de chiffrer le programme en donnant en fait un peu les bons points, les mauvais points. Donc aujourd'hui nous sommes reconnus comme une institution qui a son mot à dire sur la gestion des politiques publiques. Et c'est quelque chose qui est finalement nouveau parce que quand je suis arrivée à l'IFRAP il y a 10 ans, comme je le racontais à la table à laquelle je suis tout à l'heure, énormément de journalistes me raccrochaient tout bonnement au nez en disant mais vos idées sur une meilleure gestion des services publics, une meilleure gestion de notre pays, ce ne sont pas des idées intéressantes finalement, enfin, ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui, on est sollicité tous les jours, et non seulement par les médias, mais aussi par les parlementaires. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec un parlementaire de la majorité UMP parce qu'il veut qu'on travaille ensemble sur des propositions pour 2012, etc. Et bien sûr, on fait aussi partie de ceux qui sont consultés dans le cadre du très officiel club des think tanks de l'UMP. Alors on ne nous consulte pas tout le temps, pas sur tous les sujets, mais sur les questions de finances publiques, on a été très souvent consultés ces derniers temps. Bon. Donc, c'est une fondation qui a de plus en plus son mot à dire. Je ne dis pas qu'on retient toutes nos idées, mais nos idées, si on veut qu'elles soient retenues, d'abord il faut montrer qu'elles rayonnent. Pour montrer qu'elles rayonnent, il faut savoir les faire passer dans les journaux même les plus improbables. Quand on est repris dans Le Monde, ou dans Télérama, ou dans le JDD, ou dans Challenge, eh ben, c'est aussi une autre catégorie de population à laquelle on n'a pas forcément accès. Si on reste dans un ghetto de gens qui pensent toujours la même chose, il y a une difficulté, c'est qu'on ne convaincra pas à l'extérieur. Donc pour aller porter cette voix, eh bien, il faut aller, comme on le fait, sur RFI, sur France Culture, même sur le MOUF, qui est une radio publique, je ne le connaissais pas, mais je me souviens d'un débat sur le MOUF, sur les fonctionnaires contre l'État, et ils ont cherché par tous les moyens à me faire passer pour ce que je suis pas, je sais pas, ils essayaient de me dire ah, elles sont comment tes chaussures, etc. Mais c'est pas grave, il faut y aller, et il faut dire gentiment les choses, dire ce qu'on a à dire, et ne pas avoir peur. Bien sûr, on a des ennemis sur le plan des idées, mais ce ne sont pas forcément des ennemis au niveau humain. Ensuite, on se serre la main, on a dit ce qu'on avait à dire, on se dit au revoir, et puis on se retrouve au prochain débat de fond. Voilà. Donc, cette situation aujourd'hui de la Fondation IFRAP, c'est aussi le résultat d'un travail de fond. Un travail de fond, et notamment qu'on a fait avec Bernard Zimmer, notre président, que vous connaissez tous, auprès du Parlement. Ce travail, on l'a mené depuis 2002 et ensuite ça s'est prolongé pendant la législature Raffarin-Villepin entre 2002 et 2007. On a essayé de toutes nos forces d'expliquer aux parlementaires, et notamment on a travaillé avec beaucoup d'entre eux, mais je pense par exemple à Jean-Michel Fourgousse, à Louis Giscard d'Estaing, à Nicolas Forissier, enfin à beaucoup de parlementaires qui sont aussi des parlementaires honnêtes dans leurs idées et qui ont envie de faire avancer les choses, leur expliquer qu'il fallait que le Parlement évalue l'efficience des dépenses publiques. Et ça a été un gros combat, puisque on a demandé d'abord que les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les parlementaires qui sont chargés d'étudier un budget tous les ans, puissent être relayés dans leur contrôle sur pièce et sur place, comme ils ont le droit d'aller sur pièce et sur place dans les administrations, dans les ministères, pour contrôler les comptes.
mais qu'il soit relayé par des extérieurs. Donc, ça a été très très mal perçu. Ensuite, on s'est beaucoup battu pour que le Parlement soit doté d'un organe d'audit qui fasse ce travail d'évaluer les politiques publiques. Quand on voit la situation de la France aujourd'hui avec ce risque de faillite qui n'est plus du tout un tabou, on voit que c'est aussi la question du rôle du Parlement qui finalement n'a pas fait son travail depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui a laissé filer les déficits en votant des budgets toujours en déséquilibre. Donc ça c'est quelque chose de très grave pour nous parce que on les a beaucoup alertés, on a beaucoup travaillé, on est allé voir Philippe Séguin, on est allé voir Didier Migaud à la Cour des comptes, on leur a dit qu'il faut absolument travailler ensemble avec les parlementaires pour trouver d'abord où sont les économies de deniers publics que nous pouvons réaliser dans chaque politique publique et que ces économies-là, il y ait des propositions claires, parce que la Cour des comptes fait des très bons rapports, le Parlement en fait aussi, mais il n'y a jamais quasiment dans ces rapports de propositions de coupes dans les dépenses qui découlent des constats qui sont faits. Et ça c'est grave. Par exemple, quand vous regardez un rapport de la Chambre régionale des comptes sur les hôpitaux publics d'Île-de-France, et que vous voyez qu'il souligne qu'il y a un taux d'absentéisme qui est de 22 jours en moyenne par agent par an, et que finalement ce taux d'absentéisme, il n'y a aucune proposition pour le juguler, alors qu'évidemment le fait que les personnels, que les agents ne soient pas présents donne en permanence une impression de manque de moyens, et quelque chose qu'on peut reprocher à la Cour et ensuite au Parlement de ne pas se saisir de ces problèmes pour ensuite en faire des propositions concrètes. Donc on s'est beaucoup battu pendant la réforme constitutionnelle de 2008 pour que le Parlement soit confirmé dans ce rôle d'évaluation des politiques publiques et finalement ça a été fait à l'article 24 de la Constitution, mais ça a été au prix d'un énorme combat sous-jacent, puisque la Cour des comptes voulait être la seule chargée officiellement de cette évaluation des politiques publiques, alors que ce sont évidemment les élus de la nation qui doivent faire ce travail. Ce ne sont pas des personnes qui sont juste des fonctionnaires qui évaluent les comptes. Il faut aussi que ce soit les personnes élues dans toutes les circonscriptions de France qui soient chargées de ce travail. Aujourd'hui, je pense que les parlementaires réalisent qu'ils auraient peut-être dû aussi entendre un peu plus ce que nous leur disions, en s'inspirant d'ailleurs des modèles anglo-saxons et même des modèles scandinaves ou australiens, dont tous les parlements sont dotés d'organes d'audit attachés à leur parlement pour faire cette évaluation des politiques publiques. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, Les fonctionnaires contre l'État. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on essayait de faire avancer une réforme, qu'à chaque fois qu'on essayait de proposer des solutions pour justement évaluer mieux les politiques publiques, on nous répondait finalement il y a la LOLF, la loi organique de loi de finances, qui a été votée en 2001, qui est une sorte de, disons, une meilleure présentation budgétaire, mais qui n'est en rien un mécanisme pour permettre de faire des économies sur les dépenses publiques. Donc quand on disait, attention, on dépense trop d'argent public, on franchit les 52%, puis les 53% du PIB, et puis maintenant on est à 56% du PIB, tout le monde nous disait, mais on ne voit pas pourquoi on va changer notre manière de faire. On a toujours voté des budgets en déséquilibre, en déficit, et finalement, il y avait une sorte de dogme qui était de dire un État ne peut pas faire faillite, donc on va continuer comme ça, quoi qu'il arrive. Donc le sentiment qu'on a quand on travaille depuis 10 ans, comme moi, dans un think tank qui se veut quand même apporter des idées nouvelles, essayer de résoudre notre problème, qui est à la fois un problème de trop de dépenses publiques, trop de redistribution d'une richesse qu'on ne fait pas assez en ne s'intéressant pas assez à la question de comment on crée des entreprises en France, comment on recentre notre système sur l'entrepreneuriat. Finalement, je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose qui ne va pas, et d'où vient ce blocage permanent de la France sur les réformes? Parce que quand on prend la réforme des retraites aussi, qui n'est pas une réforme systémique telle que nous l'aurions appelée de nos voeux, et certainement que vous souhaiteriez, en même temps, le fait de travailler jusqu'à 62 ans, dans plein d'autres pays, notamment l'Allemagne, c'est tout à fait accepté, ils seront à 67 ans en 2029.
Voilà. Alors, il y a une sorte de résistance permanente au changement et aussi la sensation qu'il y a deux France. Jacques Marseille, paix à son âme, malheureusement, il nous a quittés trop tôt, l'a dit, et il a dit dans son livre La guerre des deux France, il a très bien expliqué qu'il y a la France privée et la France publique. Et pourquoi j'ai écrit ce livre, Les fonctionnaires contre l'État? Parce que, avant même qu'on soit au cœur du cyclone, comme on est aujourd'hui sur la dette, le sentiment que le lobby public est le lobby le plus puissant de France, et que ce lobby, finalement, est celui qui nous empêche d'avancer, nous empêche de faire les réformes structurelles dont la France a besoin, c'est un constat. Enfin, au bout d'un moment, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand on va dans un cabinet ministériel en pleine réforme des retraites et qu'on dit à celui qui travaille avec le ministre et qu'on lui dit, écoutez, il faudra absolument avoir la même retraite pour le privé et pour le public, et c'est une question d'équité, et on ne voit pas pourquoi. En plus, ça permettrait de faire beaucoup d'économies, parce que les retraites publiques sont beaucoup plus chères que les retraites privées. Il nous répond que quand on rentre dans le public, c'est pour un package, et qu'il n'y a aucune raison de changer ça. Donc, si vous voulez, cette façon permanente de défendre, en fait, les dépenses publiques, finalement le manque d'équité aussi dans la façon de voir notre système, c'est aussi une défense de ce que moi j'appelle le lobby public, et qui fait qu'ils penseront d'abord à leur intérêt avant de penser à l'intérêt général. Et ça, c'est grave, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté dans les administrations, et si vous lisez mon livre, vous verrez que c'est pas du tout un livre qui accuse un tel ou un tel d'être un mauvais fonctionnaire ou quoi que ce soit. C'est un livre qui montre que depuis la guerre, on n'a pas réussi à sortir d'une idée qui est l'idée du statut à vie, l'idée de l'avancement à l'ancienneté qui n'est pas celui de l'avancement au mérite, l'idée que finalement il faut que tout le monde soit pareil, et que c'est plus une question de, avant tout, protéger ses personnels et permettre qu'il y ait aussi des militants pour les syndicats, plutôt que faire avancer nos services publics et être au service de la France. Donc, c'est ça aussi que j'ai expliqué dans mon livre, et d'ailleurs ce livre, bien que son titre soit assez, disons, il est clair, quoi, mais il est assez clair, mais en même temps, si vous voulez, c'est pas un livre accusateur, c'est un livre qui dit ce système est mauvais. Ce système est mauvais, il date de la guerre, il est issu d'un pacte entre finalement les gaullistes et les communistes, et puis c'est une façon aussi de donner aux communistes la possibilité de créer le statut le plus rigide possible, et en plus on l'a étendu en 83-84 aux hôpitaux et aux collectivités locales, ce qu'ont pas fait les autres pays. Et donc, résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec une rigidité de la gestion des personnels qui est énorme, et en plus avec des syndicats qui ont plus de syndiqués issus du public qu'issus du privé, et en plus des financements issus du public, et c'est ce que j'écris dans mon livre, qui sont très majoritairement très majoritaires, c'est-à-dire des rapports internes à l'administration que j'ai réussi à me procurer difficilement, montre qu'on est à plus d'1 milliard d'euros, voire peut-être 2, de financement via des mises à disposition de personnel, via des délégations d'heures syndicales, ce qu'ils appellent en fait les heures de délégation syndicale, et puis via donc, ces mises à disposition de personnel, de locaux, et via des subventions. Mais tout ça, c'est très opaque. Il y a une commission d'enquête en ce moment à l'Assemblée nationale, à laquelle j'ai été auditionnée avec un membre de notre équipe, par donc, le président Richard Maillet, qui est donc questeur à l'Assemblée nationale et qui est un élu du sud de la France, et puis par Nicolas Perruchot, et ils nous ont auditionnés pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'on conserve une telle opacité des comptes des syndicats, malgré justement la loi qui a été votée en août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Donc à chaque fois on se rend compte qu'il y a des avancées qui sont faites, il y a quand même des choses qui sont faites, il y a le service minimum qui a été fait, qui, même s'il n'est pas parfait, ceux qui prennent le métro à Paris savent que c'est quand même, ça s'est amélioré.
mais on continue à avoir des blocages sur les réformes de fond. Et les réformes de fond, nous pensons à la Fondation IFRAP qu'on ne les fera qu'une fois qu'on aura dit on arrête avec le statut à vie et on réforme en embauchant maintenant sous des contrats de droit privé. Alors tout le monde me dit mais finalement Agnès, ton truc, ça rapporte pas d'argent, ça va pas coûter moins cher, etc. C'est une question aussi de mentalité. Parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'on a d'un côté les gens du public, de l'autre côté les gens du privé, ils se mélangent jamais, ils se comprennent pas, et au final, on n'a pas du tout ce qu'on a en Suède. Alors il y a un taux de prélèvement obligatoire très élevé en Suède, enfin vous connaissez tous ce modèle d'État-providence par excellence, etc. Mais ils ont des agences avec des personnels de droit privé qui sont vraiment au service de l'intérêt général, et ils sont très satisfaits de leur service public. Nous, on a 56% de dépenses publiques dans le PIB, et on n'a que 36% des Français qui sont vraiment satisfaits de leur service public. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que si on dépense autant d'argent en plombant la possibilité aussi du développement d'une économie à côté d'une économie productrice de richesse, sans avoir vraiment des services publics à notre service, c'était toute la question du livre. Alors bien sûr, je n'ai pas abordé toutes les questions fondamentales qui se posent derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que ce serait un meilleur service public, comment on le fait, comment on fait pour avoir peut-être une éducation nationale qui permet à nos enfants de sortir avec un espoir de ne pas juste aller pointer au chômage ou au RSA. Bon, toutes ces questions-là, ce sont des questions fondamentales. On essaie de les aborder tous les mois dans Société civile, qui est le mensuel de la Fondation IFRAP, et il n'y a pas très longtemps, et c'était un peu aussi le prolongement de la réflexion du livre, puisque je me suis rendu compte en écrivant ce livre qu'on avait très peu de chiffres sur l'éducation nationale, et notamment aucun comparatif entre le coût de scolarité d'un élève scolarisé dans le privé sous contrat ou dans le public. Donc on est allé chercher toutes les statistiques du ministère, et on a montré dans une étude qui s'appelle le public beaucoup plus cher que le privé, on a montré que chaque élève du public coûtait plus de 2000 € plus cher, même en comptant ce que paient les parents, qu'un élève scolarisé dans le privé sous contrat. Cette étude, personne n'a été capable de la remettre en question. C'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on l'a travaillé avec des gens du ministère qui ont tout relu, qui nous ont dit attends, mais là il y a un truc, là en fait là c'est les dépenses de retraite, mais là c'est les dépenses d'investissement, mais là tu comprends en fait, on a fait tous les tableaux, on a montré que par exemple le Limousin il surfinance les élèves du public et ils sous-financent ceux du privé, mais il y a aussi des départements qui sont à peu près à l'équilibre parce qu'il y a beaucoup d'enseignements privés sous contrat, etc. Mais ce qu'on a montré, c'est-à-dire que globalement au niveau macroéconomique, on a entre 2000 et 2700 € d'écart de coûts. Personne au ministère est capable de nous dire, de nous démonter le truc, puisque ce sont des chiffres qui viennent de chez eux, et que les gens de la Cour des comptes se sont aussi penchés sur la question, des anciens de leur direction de la prévision, des statistiques, etc., se sont penchés sur la question. Donc maintenant, la Fondation IFRAP, je veux dire que chaque fois qu'on sort un truc, il y a une kyrielle de gens du secteur public qui se penchent sur la question, et qui nous aiguillent aussi. Parce que finalement, à l'intérieur, il y a 20 ou 30% des gens qui sont aussi potentiellement des acteurs de changement, des acteurs de la réforme de demain. Et ceux-là, on doit les identifier. Parce qu'il n'y a pas 100% de gens qui ne veulent pas que ça change. Il y a peut-être 60 ou 70%, ou il y a peut-être 40% qui ne veulent pas que ça change, et 30% qui se disent que finalement ils s'en fichent. Et puis il y a 20 ou 30 qui sont les acteurs de demain, qui sont ceux qui pourront faire bouger le système. Ceux-là, moi j'en ai tous les jours qui viennent me voir, tous les jours qui m'écrivent, qui me disent Agnès, on a envie de bosser avec vous parce qu'on sait que la Fondation IFRAP, vous faites un truc qui est en dehors des lobbies, qui est cohérent, qui est aussi dans un esprit de servir l'intérêt général. Et donc, on a des gens de la Cour des comptes, on a des gens du ministère de l'Éducation, on a des gens du ministère du Budget, on a des gens des universités, on a des profs dans toute la France. J'ai des profs, on a écrit beaucoup sur les profs ces derniers temps, on a écrit que les profs devaient travailler 2 heures de plus par semaine, on a écrit qu'on pouvait comme ça libérer 40 000 postes, on a écrit des tas de choses, et j'ai des tas de profs qui m'écrivent et qui me disent mais moi j'adorerais travailler 2 heures, 4 heures de plus par semaine, bien sûr en étant rémunéré un peu plus, mais ça coûterait beaucoup moins cher que d'embaucher plein de professeurs supplémentaires. Donc toutes ces questions-là sont des questions de fond qu'on aborde, et on essaie de ne pas être dans l'idéologie. Si vous voulez, c'est pas l'idée de dire on va calquer un modèle
ceci ou cela. On fait une enquête de fond. On va au fond des choses. Et c'est pour ça que finalement, ce livre, moi je m'attendais, après avoir écrit Les fonctionnaires contre l'État, je m'attendais, enfin le jour où j'ai sorti le livre, je m'attendais vraiment à tout. Enfin, si vous voulez, je m'attendais à des manifestations de syndicats contre nous, etc. Mais il ne s'est rien passé du tout. Rien. J'ai même pas eu une lettre d'un syndicaliste. J'ai juste un syndicaliste de la CGT qui m'a fait remarquer qu'il y avait une erreur sur un chiffre, page 118, dans le cadre d'une émission. Et voilà. Et en réalité, ils savent tous que ce système dans lequel on vit aujourd'hui est à bout de souffle. L'État-providence que vous avez connu hier, avant-hier, il n'existera plus dans 1 an, dans 2 ans. C'est fini. Donc tout ça, peut-être dans 3 mois. Mais donc tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, pourquoi les médias sont tellement intéressés par ce qu'on fait, pourquoi ils viennent beaucoup nous voir, etc. Pourquoi les politiques tapent à notre porte? C'est aussi parce qu'ils ont envie des nouvelles. Ils se disent, mais attends, en fait, tout ce en quoi on a cru ces dernières années, ben, c'est plus ça, il faut inventer un nouveau modèle. Un nouveau modèle qui voudra dire dépenser beaucoup moins d'argent public et créer un écosystème favorable à la richesse privée. Peut-être ça passe par le capitalisme familial, ça passe par la transmission d'entreprises aux générations d'après. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les entreprises françaises, il n'y a que 10% des entreprises françaises qui se transmettent aux générations d'après. Il y a 55% des entreprises allemandes qui se transmettent aux générations d'après. Les Allemands ont tout fait pour favoriser justement la transmission, le capital. Alors on n'aime pas le capitalisme financier en France. Bon. Alors on n'aime pas les LBO, on n'aime pas les entreprises vendues par appartement, etc. Mais on n'aime pas non plus le capitalisme familial. Alors qu'est-ce qu'on aime? C'est ça qu'il faut chercher. Et là on a un problème de modèle parce qu'on n'aime ni l'un ni l'autre. Donc oui, alors on aime beaucoup le capitalisme d'État. D'ailleurs j'ai dit dans mon livre que la moitié des dirigeants du CAC 40 sont d'anciens hauts fonctionnaires. La moitié de ceux-là, c'est-à-dire 25%, n'ont pas quitté leur statut à vie. C'est-à-dire que malgré les salaires qu'ils ont, qui sont assez conséquents, eh bien, ils gardent quand même ce parachute à vie. Et ça nous emmène aussi à la question du politique. Bon, moi je les côtoie pas mal, mais je côtoie pas forcément ceux qui sont issus du secteur public, mais on voit bien que c'est plus facile de faire de la politique quand on est issu du secteur public que du secteur privé. Une des propositions que nous faisons pour 2012 à la Fondation IFRAP, c'est de dire, plutôt que de s'acharner sur la parité homme-femme, qui est un vrai débat, bon, mais c'est pas notre combat, plutôt s'attaquer à la question parité sur les listes électorales public-privé. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Et bon, j'ai écrit évidemment dans mon livre aussi, 60% des présidents de région sont issus de la fonction publique. Et même des gens comme Pascal Perrineau, c'est-à-dire des politologues qui ne sont pas forcément, en général, à la pointe des questions les plus fondamentales, dit attention, tous les maires de France sont maintenant beaucoup plus issus du secteur public qu'avant. Tous les conseillers territoriaux sont issus aussi du secteur public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi, par exemple, le petit artisan, le petit commerçant du coin, ou le médecin, ou le notable. Ils sont plus à la tête de nos territoires. Et ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, c'est aussi comme ça qu'on fait basculer toute une façon de voir les choses, c'est-à-dire plutôt que de gérer les budgets, de ne pas embaucher à tour de bras, comme on l'a vu dans les collectivités locales ces dernières années, et bien là, on arrive à des situations des collectivités qui sont aussi très tendues. Alors on dit que les collectivités ne peuvent pas être en déficit, etc. Mais en fait, les collectivités, elles reportent leur déficit sur l'État, donc c'est pareil. Tous les ans, l'État donne une dotation très importante aux collectivités, autour de 50 ou 60 milliards tous les ans, et en réalité, elles sont co-responsables de la dette. Quand l'État se serre la ceinture et n'embauche pas un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, oui, alors sur l'État, figurez-vous que l'État est quand même meilleur gestionnaire aujourd'hui que ne sont les collectivités et la sécurité sociale. Parce que les dépenses explosives, en ce moment, celles qui explosent, c'est celles des collectivités et celles de la Sécu. Celles de l'État, pour bien les connaître,
Les seuls qui sont en augmentation, ce sont la charge de la dette, évidemment, et ça va être très grave pour nous, parce que si on perd le triple A, tout le monde dit on a déjà perdu le triple A dans les faits, etc. Si on perd le triple A, c'est 2, 3, 4 milliards de plus qu'il va falloir payer chaque année. Imaginez que ça veut dire que c'est aujourd'hui on est au niveau du budget de la justice, on est autour de 6 ou 7 milliards. Ça veut dire la moitié du budget de la justice très rapidement atteint en charge de la dette supplémentaire. En 2012, on aura 3 milliards de plus par rapport à payer en charge de la dette par rapport à 2011. Et donc, c'est vrai que ça, c'est très grave. L'État ne gère pas très bien, c'est vrai. Mais les collectivités ont été carrément irresponsables ces dernières années. Elles ont embauché 40 000 emplois nouveaux en moyenne, hors transfert de personnel de l'État aux collectivités. Et on ne peut rien faire contre ça, parce qu'il y a un principe d'autonomie qui est marqué dans la Constitution, inscrit dans la Constitution, qui fait que c'est très difficile. Alors nous avons fait des propositions à la Fondation IFRAP dans un dossier qui s'appelle « Le plan pour sauver la note de la France », le triple A. Ce dossier, on l'a sorti le jour où Moody's a annoncé qu'il mettait la France sous contrôle, sous surveillance. Alors les échos nous ont dit, mais comment vous le saviez? Quand même, on se doute que... ça fait des années qu'on bosse dessus, on se doute évidemment que la situation, elle n'a jamais été aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un grand espoir. Pourquoi? Parce que c'est le moment de faire passer nos idées, c'est maintenant. C'est vrai qu'on a trop attendu. Et c'est dommage. Parce que là, aujourd'hui, on prend des risques qui sont très lourds. Mais c'est aujourd'hui qu'on peut les faire passer, nos idées. Nos idées de bonne gestion, de bon sens, de rigueur. Alors oui, on n'aime pas le mot rigueur, mais il va falloir passer par là. Et c'est pas... Croyez pas qu'il y a un gisement de 20 ou 30 milliards à trouver dans une politique publique comme ça, hyper facilement. C'est pas vrai. Vous aurez 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, 500 millions d'euros par-là, 200 millions. Et donc, il faut prendre chaque politique publique et les regarder en détail. Et ensuite, dans un second temps, il faudra penser aussi à déléguer la gestion des services publics. Il faudra penser à une façon complètement différente d'organiser les services publics, qui est beaucoup moins rigide. Quand on voit l'éducation nationale aujourd'hui et qu'on se dit, je veux comparer le budget de 2 collèges, un privé et un public, vous avez, en termes de budget d'un collège, vous avez 2 pages à 4. C'est tout, il y a 400 000 euros dessus. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation nationale qui paie directement les professeurs. Donc vous n'avez pas de budget consolidé de aucun collège ou aucun lycée de France. Et moi, les gens de la Cour des comptes avec qui on a travaillé, ils me disent « Agnès, c'est super ce que vous faites au niveau macroéconomique, mais faites-le au niveau microéconomique. » Mais ils savent pertinemment que c'est pas possible. Donc moi, je demande les budgets, et je me retrouve avec 400 000 euros sur la feuille, et c'est pas comparable. Donc il faut aussi cette question de transparence des chiffres, de transparence des comptes. Et là, c'est un gros combat qu'on a mené à la Fondation IFRAP. Je rappelle dans mon livre qu'il y a cette opacité sur les comptes des syndicats, mais il y a énormément d'opacité sur beaucoup de chiffres des administrations. En premier lieu, c'est l'INSEE, qui ne donne pas forcément ses données brutes, etc. Et pour les avoir, il faut les supplier, ou alors être un chercheur sous statut. Ou alors être en thèse, ou je sais pas quoi, et puis alors il faut un grand conciliabule pour décider si ils vont vous donner des données. Mais la question de l'ouverture des données publiques, c'est central aujourd'hui. Ça va être un des sujets fondamentaux, de la campagne de 2012. Pourquoi? Parce que même Manuel Valls, il a compris que ça, c'est une attente des Français aujourd'hui. La transparence et la vérité. C'est deux thèmes fondamentaux. Parce que les Français en ont marre qu'on leur dise des trucs qui ne sont pas fondés sur des chiffres. Aujourd'hui, Internet a révolutionné ça. C'est-à-dire que n'importe quel décideur politique qui dit quelque chose sur une radio, sur une télé, il y a 15 000 personnes qui sont en train de pianoter sur leur ordinateur pour voir si c'est vrai ou pas. Qui viennent sur le site de la Fondation IFRAP, qui vont sur d'autres sites, sur n'importe quel site, qui donnent d'autres chiffres, ils vont consulter les budgets sur le site de l'Assemblée nationale, à Bercy, etc. Donc aujourd'hui, il y a une soif de connaissances et une soif aussi de comparaison internationale, de comparaison en France. En France, on a déjà des viviers de comparaison formidables. C'est les hôpitaux publics d'un côté, les cliniques privées de l'autre, l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement public. C'est des viviers de comparaison formidables. On se dit, avec moins d'argent, on peut peut-être faire mieux. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses qu'il va falloir mettre en place. Donc, pour revenir à notre plan pour sauver le triple A,
nous avons fait des propositions concrètes sur les dépenses des collectivités, sur les dépenses de l'État. On propose un plan de cession immobilière de l'État. On propose des plans de cession aussi sur l'immobilier des collectivités. Et on se rend compte que sur l'immobilier des collectivités, on ne connaît pas le nombre de mètres carrés qui est possédé en France par les collectivités locales. C'est pas normal. Sur chaque collectivité, on devrait savoir combien de mètres carrés ils possèdent. Et peut-être qu'ils en possèdent trop. Au niveau de l'État, il y a une tentative qui a été faite de réduire un peu le nombre de mètres carrés par agent. Dans les collectivités, c'est absolument pas le cas. Et encore, l'État, et notamment Bercy, ils ne sont pas du tout encore au point là-dessus. Mais on pourrait vendre beaucoup plus d'immobilier qu'on a en trop. On pourrait vendre des participations de l'État dans les entreprises publiques. Et ça, de façon, disons, pas en vendant tout. Pas en disant on vend tout, on fait table rase du passé, on vend tout dans EDF, etc. Mais on garde 10% et puis le reste on vend. Ça permettrait aussi, plutôt que d'augmenter les impôts, parce que le levier qui a été utilisé dans les différents plans de rigueur pour l'instant, et en tout cas dans les 2 prochaines années, c'est surtout d'appuyer sur les prélèvements obligatoires. Là on va être à 45%, voire plus. Ça veut dire qu'on atteint un point qu'on n'a jamais atteint. Donc, c'est vrai que c'est difficile de dire aujourd'hui on va baisser les prélèvements obligatoires dans la situation dans laquelle on est. Mais de l'autre côté, chaque fois qu'on augmente la fiscalité, il faudrait baisser les dépenses 2 fois plus, c'est-à-dire faire 1/3, 2/3. C'est ce que la plupart des interlocuteurs avisés en ce moment disent. Mais on ne l'a pas fait. Donc le nouveau plan Fillon, il propose 1,7 milliard d'économies sur les dépenses l'année prochaine. En réalité, sur 5 ans, il propose 21,1 milliards. Mais nous, on a un peu challengé parce que sur l'ensemble de ces... il propose 28 milliards. Mais sur l'ensemble de ces 28 milliards de coupes dans les dépenses, il y a 21 milliards qui ne sont pas identifiés. Donc là, il y a un problème. Alors, c'est pour ça que là, je reviens au sujet de mon livre. Dans l'ensemble des dépenses de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux, et c'est pas moi qui dis, c'est la Cour des comptes, il y a 285 milliards de dépenses de personnel et de retraite publique. Il va falloir faire quelque chose là-dessus. On ne peut pas y échapper. Toute entreprise qui est en difficulté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit sur sa masse salariale. Aujourd'hui, la France est le seul pays, en pleine crise de la dette, à avoir augmenté encore l'année dernière le point d'indice de la fonction publique pour 1 milliard de dépenses supplémentaires. Et ça, c'est irresponsable. Et quand on voit qu'on a dit on gèle les salaires des fonctionnaires et qu'en fait on a juste gelé le point d'indice, sans geler l'avancement à l'ancienneté qui représente les 2/3 de l'évolution des dépenses de personnel, ben là, c'est pas crédible. Donc, nous proposons, c'est très simple, pour répondre à ce que demande le gouvernement Fillon, parce qu'ils ont du mal à trouver exactement où ils vont faire les économies au niveau de l'État et de la sécurité sociale. Eh bien, il y a quelque chose de très simple. C'est geler totalement les salaires publics pendant 1 an. Déjà, entre l'État et les collectivités locales, ça rapporte plus de 3 milliards ou 4 milliards. Hein, on est entre 3 et 4 milliards d'économies. Déjà, c'est énorme. Ensuite, ne pas rétrocéder la moitié des économies réalisées, parce que c'est pas la moitié qu'on a rétrocédé, c'est plutôt 70% selon la Cour des comptes, sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ils ont quand même réussi à rétrocéder 70% des économies aux administrations concernées en primes et en augmentation de salaire. Donc ça, c'est ce que j'appelle la puissance du lobby public. Parce que c'était pas forcément la volonté du gouvernement. Et j'en ai discuté avec beaucoup de gens qui travaillent à l'intérieur. C'est la force du lobby public qui dit « Ok, vous me prenez d'une main, mais moi je reprends l'autre. » Donc ça, c'est aussi toute la difficulté qu'il va y avoir dans les prochaines années à dire « Attention, c'est pas vous qui dirigez, c'est le politique qui dirige, c'est celui qui est élu qui dirige. C'est pas l'administration qui dirige. » Mais ça, dans notre pays, depuis des années, depuis des gouvernements et des gouvernements, mais je ne parle pas de droite ou de gauche, ils se sont habitués à laisser gérer par la technostructure. Et ça, c'est un problème. Mais si vous voulez, je ne dis pas ça, c'est pas une vision de l'esprit quoi que ce soit. Enfin, nous, on est confrontés tous les jours à ça. Et tous les jours, on voit des ministres qui nous disent « Ah oui,
Agnès, Bernard, j'aimerais bien faire ce que vous proposez, mais alors ils m'ont dit qu'ils étaient contre. Ah oui, mais qui dit là? Ils sont pas pour. Et votre amendement ne pourra pas le faire passer. Donc on fait passer des super trucs à l'intérieur des lois, mais ils arrivent toujours à nous mettre le petit grain de sable qui fait que c'est inutilisable. Mais ça, c'est de l'art. On peut admirer ça. Mais au final, ça nous empêche d'avancer. Donc, il faut redire que le politique, c'est lui le chef, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui décide. Ensuite, ne pas avoir peur du lobby public. Parce que quand tous les autres pays, et je les cite dans mon livre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, annoncent des gels des salaires des fonctionnaires, annoncent des baisses des salaires des hauts fonctionnaires, au-dessus de 80 000 € par an en Italie, à peu près les mêmes montants en Grande-Bretagne. Ils annoncent des baisses. C'est aussi des symboles, c'est-à-dire, c'est aussi dire attention, ça va taper très fort, ça va faire mal, mais tout le monde va être solidaire, et même les ministres ont leurs salaires qui ont baissé dans pas mal de pays. Alors nous, quand on propose ça, on nous dit mais ça fait aucune économie. Mais c'est vrai, ça fait aucune économie. Ça fait, si on baisse de 5% les salaires des ministres en France, ça leur fait 700 € de moins par mois, et ça rapporte 300 000 €, c'est rien du tout. Mais c'est le symbole. Une fois, et Eric Woerth le disait lui-même, et je l'ai cité dans mon livre, une fois que vous avez baissé les salaires des ministres, vous baissez un peu les salaires des hauts fonctionnaires, en plus vous les publiez, parce que ça c'est l'ouverture des données publiques. En Grande-Bretagne, ceux qui gagnent plus de 100 000 livres ou euros par an, je ne sais plus, c'est publié, tout est publié, même leur nom est publié. En France, levez-vous de bonheur pour aller chercher combien sont payés les hauts fonctionnaires. Même Arthuis, quand il a été ministre, il avait demandé la liste des hauts fonctionnaires les plus payés à Bercy. Il a réussi à l'obtenir, mais à l'encre effaçable. Donc, c'était non photocopiable, c'était... voilà. Et donc, la vraie question, c'est ça. Qui dirige? Et ensuite dire, tout le monde va devoir participer. Et ça passe aussi par baisser un des plus gros postes de dépenses, qui est celui des dépenses de personnel. Ça suffira pas. C'est sûr, ça suffira pas. Mais ça permettra déjà de trouver 3-4 milliards d'euros d'économie très rapidement. Ensuite, il y a aussi la question de la JIPA. La JIPA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une garantie qui permet aujourd'hui de garantir à l'ensemble des personnels publics, qui a été votée en 2008, l'ensemble des personnels publics sont garantis d'avoir leur salaire qui augmente au moins aussi vite que l'inflation. Ça n'existait pas avant, enfin, ça a été même supprimé, ça avait existé, mais ça avait été supprimé par un gouvernement socialiste. Donc ça aussi, il faut le suspendre en ce moment. C'est maintenant qu'il faut le suspendre. On est en train aujourd'hui de changer l'indexation, et c'est le deuxième plan Fillon. On change l'indexation de des aides familiales, enfin tout ce qui est allocation familiale, aide au logement. On indexe non plus sur l'inflation, mais maintenant sur la croissance, parce qu'on sait qu'on risque d'avoir beaucoup d'inflation potentiellement dans les prochaines années. Donc, on désamorce cette dépense en disant on va la mettre à 1% d'augmentation l'année prochaine. Mais il faudrait faire la même chose sur les retraites publiques et sur les salaires publics. Parce que sinon, on va avoir des augmentations de dépenses de masse salariale qui vont être énormes. Donc ça, il faut l'anticiper. Donc tout ça, nous l'avons écrit à la Fondation IFRAP en faisant toutes nos propositions chiffrées sur justement comment trouver les 21 milliards de François Fillon jusqu'en 2016 en termes d'économie. Bon, je ne sais pas si on a été entendu, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été vraiment déclenché en termes de débat par nos travaux ces derniers jours, ça a été la question du jour de carence. Parce que la Fondation IFRAP, et vous pouvez le dire aussi dans mon livre, ça a été un des sujets sur lesquels on a été en pointe, la question de l'absentéisme dans la fonction publique. On a toujours expliqué que, notamment, c'était aussi le fait qu'il n'y ait pas les 3 jours de carence, et que pour les maladies ordinaires, les personnels publics étaient payés 100% de leur salaire. Ils n'ont même pas besoin de... Ils passent pas par la Sécu, en fait. C'est l'employeur qui continue à payer. Alors, il y a eu ce débat-là. Dominique Tian, qui est député, peut-être vous le connaissez, député de Marseille, qui m'écoute sur une émission,
et qui dit ah bah je vais faire un amendement pour proposer les 3 jours de carence dans le public. Et m'a dit Agnès, c'est en vous écoutant, je me suis dit je vais déposer un amendement là-dessus. Alors, il y a tout un débat derrière. Est-ce que les gens du privé ont les jours de carence pris à 80% en charge par leur entreprise? J'ai eu ce débat avec Jean-Marie Le Guen, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marie Le Guen. Oui. Sur RMC, c'était très très chaud et il me disait que je disais n'importe quoi et puis surtout qu'en fait il y avait 80% des gens dans le privé qui avaient les jours de carence qui étaient pris en charge grâce à leur convention collective, aux accords de branche, aux accords d'entreprise. Alors j'ai dit, est-ce que vous êtes sûr de votre chiffre? Alors il me dit oui, je suis sûr de mon chiffre, parce que je lui dis mais je suis quasiment sûr qu'il est faux. Mais le problème, c'est que j'avais pas moyen de le prouver. Donc après, je suis rentrée à la fondation, j'ai dit, les gars, maintenant, on a un truc, on a un chiffre, il faut trouver si c'est vrai ou pas. Donc on a pris 50 conventions collectives, et quelques accords d'entreprise, etc. Et puis on a regardé si c'était vrai. Alors c'est vrai qu'on en a pris que 50 sur 300 et quelques. Hein, donc pour faire le job des 300 et quelques, il aurait fallu passer plusieurs jours. Mais on a trouvé seulement, on les a prises au hasard. Et dans ces conventions collectives, on a trouvé que 48% seulement étaient pris en charge à 100% sur leurs 3 jours de carence. Voilà. Mais tous les autres l'étaient pas. Voilà. 48%. Voilà. Et ensuite, il y en a qui sont pris à 80%. Et ensuite, il y a des accords d'entreprise qui sont très intéressants, et notamment dans les banques. Parce qu'après, il y a des gens qui nous ont écrit, ils nous disent « Attends, il y a un truc qui est en train de se faire dans les banques, là, tu vois, ils font un nouvel accord et tout. » Et donc, on a eu des accords qui n'étaient même pas encore définitifs, qui sont en train de se faire, et notamment, dans certaines banques, l'idée qu'il y a 2 fois 3 jours de carence qui sont pris en charge, et puis ensuite, la 3e fois, c'est fini. C'est plus pris en charge. Enfin, donc, des tas de subtilités comme ça qui font mentir, en fait, l'idée qu'il y aurait 80% des gens du privé qui seraient pris à 100% de leurs 3 jours de carence. Donc aujourd'hui, avoir 1 jour de carence dans le public, ça paraît pas non plus déraisonnable. Ça va permettre, en fait, quand on regarde les statistiques, on voit que c'est le premier jour qui est le plus important. C'est-à-dire que une fois qu'on instaure un premier jour, c'est déjà autant d'arrêts maladie qui vont être supprimés sur toute la bobologie, en fait. Hein. C'est-à-dire tous les petits bobos du quotidien qu'on peut avoir, tout un chacun, qui font que si on est motivé, on va bosser quand même, et si on n'est pas vraiment motivé, on n'y va pas. Bon. Donc toutes ces questions-là, et quand je dis qu'il y a 22 jours d'absentéisme par an et par agent dans les collectivités locales aujourd'hui, et ça ne fait qu'augmenter. Et même avec les 35 heures, ça a explosé encore plus. Donc, toutes ces questions-là sont des questions de fond. Pourquoi? Parce que quand Jean-Marie Le Guen me dit que j'ergote pour 6 milliards de dépenses par an, et que finalement ça ne représente rien le coût des arrêts maladie en France, je lui dis, mais monsieur Le Guen, dites aux auditeurs que ces 6 milliards et quelques dont vous parlez, dedans il n'y a pas les arrêts maladie des fonctionnaires. S'il vous plaît, dites-le. Alors il ne veut pas le dire. Ça m'ennuie. Parce qu'il fait croire qu'il n'y a que 6 milliards de coûts en global pour toute la France d'arrêt maladie. Alors, moi la question c'est pas de stigmatiser le public ou le privé, c'est qu'on dise la vérité. Alors il me dit oui mais je parle du régime général. Mais qu'est-ce qu'il comprend l'auditeur qui a écouté RMC à 13h sur la question du régime général? Il ne comprend rien du tout. Donc il ne veut pas me dire que nous, ce que nous avons évalué, c'est-à-dire à plus de 6 milliards d'euros tous les ans le coût des arrêts maladie supplémentaires qui sont en pourcentage, qui sont au-dessus du pourcentage normal d'arrêt maladie. C'est 6 milliards d'euros de coûts supplémentaires par an pour les dépenses publiques. Ça, personne n'a fait les chiffrages à part nous. Et après, quand il y a des chiffrages qui sortent dans le Parisien, etc., ce sont des chiffrages qui sont repris de la Fondation IFRA. Donc, c'est pour vous dire que ce livre, c'est pas juste un livre. C'est aussi tout l'aboutissement d'une réflexion, d'une recherche et de la conviction qu'il faut démonter, chiffre par chiffre, tout ce qu'on nous met, disons, en termes d'idées, de comment marche notre système, comment on va réformer la France, etc. Il faut que sur chaque politique publique, on ait les chiffres.
qu'on ait les réponses. Et il y a beaucoup de débats qui vont se mener dans les prochains mois, et ça va être la question de l'ouverture des données publiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est fondamentale pour que les think tanks comme nous puissent travailler. Parce que si on ne connaît pas, par exemple, le coût de la CMU de base, si on ne connaît pas le nombre de personnel par ambassade, ce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas combien il y a de personnel par ambassade. J'ai demandé à Poniatowski, j'ai demandé à Jean-François Mancel, qui est rapporteur pour la commission des finances du budget en question, j'ai demandé au ministère, mais je n'ai pas réussi à savoir. Donc on a énormément de statistiques qui sont de base, si vous voulez, qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc l'ouverture des données publiques, la réforme de l'éducation, qui est fondamentale, la question de la compétitivité de nos entreprises, la question de la création d'entreprises en France, parce que ça c'est un sujet sur lequel nous avons énormément travaillé, notamment Bernard Zimmern, et nous appelons de nos voeux la question, la constitution d'un plan start-up, c'est-à-dire pas forcément dire c'est que des start-up internet ou technologiques, mais que toutes les entreprises qui veulent se créer dans n'importe quel secteur que ce soit puissent trouver le financement. Aujourd'hui, en France, on favorise une fiscalité qui va financer l'immobilier, qui va financer les investissements dans les dom-toms, plutôt que d'aller financer des boîtes. Mais c'est les boîtes qui créent les emplois. Et tous les emplois publics qu'on a créés ces dernières décennies, on va pas les recréer demain. Ce ne sera pas possible. Donc il va falloir créer des emplois dans le secteur marchand. Et ça, c'est un gros combat. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous proposons dans nos propositions 2012, dans l'idée de créer une fiscalité au service de l'entreprise. Quand les Allemands réfléchissent à des réformes, ils réfléchissent d'abord à comment ça va favoriser l'entreprise. Et on est en train de mener une étude là-dessus, France-Allemagne, pour montrer comment les Allemands privilégient d'abord l'entreprise avant de privilégier ce que nous privilégions, c'est-à-dire l'État, la sécurité sociale, les dépenses des collectivités. Non, on se trompe de sens. Ce qui est d'abord le plus important, c'est créer ta richesse, créer des entreprises et redonner confiance aussi à ceux qui sont des entrepreneurs. Parce qu'on a plein de formidables entrepreneurs en France, on a plein de gens qui veulent créer. Et malheureusement, souvent, ils ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est tellement dur que de toute façon, ça ne vaut pas la peine d'être tenté. Donc, dans les jeunes générations aussi, on se rend compte de ça, que les plus brillants, bon, c'est pas forcément les plus brillants qui font les meilleurs entrepreneurs, mais ils se détournent beaucoup de l'entrepreneuriat. Alors, ça revient, il y a HEC qui fait HEC Entrepreneur, il y a l'EDEC, il y a l'ESSEC, chacun monte des filières entreprises, mais il faut aussi que n'importe qui puisse entreprendre en partant de rien et sans être forcément hyper diplômé, et ça c'est quelque chose qui peut aussi permettre de redonner confiance. Donc un plan start-up, ce serait la meilleure chose qu'on pourrait avoir, c'est comment faire pour qu'on puisse créer toutes les entreprises en France et pas simplement une filière dont l'État décréterait que c'est celle-là qu'il faut sauver. Parce qu'il n'a pas forcément les bonnes idées. C'est pas à l'intérieur de l'État qu'on va dire telle ou telle filière est celle qui va créer les emplois de demain. Steve Jobs serait arrivé au ministère à Paris en disant financez-moi, je vais créer une super entreprise, je suis sûre qu'il n'aurait pas financé. Hein? Donc il vaut mieux faire confiance, et c'est ce sur quoi nous nous battons au quotidien, et c'est pour ça que la Fondation IFRAP a notamment été à l'instigation de la mesure ISF-TEPA, parce que je peux vous dire qu'avec Bernard Zimmern, on en a déposé des amendements à l'Assemblée là-dessus, entre 2004, 2005, 2006, 2007, et puis finalement on est arrivé à quelque chose qui n'est pas forcément formidable, mais dire qu'on investissait son ISF plutôt que de le donner au trésor public, on le mettait dans une entreprise, c'était quand même hyper novateur. Alors évidemment, ils l'ont mis dans l'ensemble des PME, ils ont permis l'intermédiation par les banques, alors ça ne donne pas exactement les résultats qu'on voulait. Mais nous, notre idée, c'était de favoriser les vocations de business angels, ce qu'on appelle les investisseurs providentiels. C'est ceux qui vont investir dans les boîtes de demain et risquer leur propre argent, avec un peu d'aide, c'est vrai, de l'État. Nous, on n'avait pas demandé 75%, bon, maintenant c'est 50%. Mais même 25 ou 30, ça suffit. Et il vaut mieux que ce soit de l'argent qui est investi en direct par un investisseur, plutôt que mouliner à l'intérieur d'un système redistributif, où finalement il y a une perte en ligne qui est énorme, et au final très peu d'argent qui arrive aux entreprises, qui seront les entreprises leaders de demain, et qui créeront les emplois de demain. Donc je crois qu'on a deux messages hyper importants à faire passer. Le premier, c'est qu'il faut baisser les dépenses publiques. Et ça, en allant au fond des choses. Sans pour autant dire il faut
mettre le système totalement à plat, tout supprimer, etc. Parce que ça, ce ne sera pas forcément la solution. Aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence, il faut trouver des viviers d'économie et tous les gaspillages qu'on peut avoir dans tel ou tel secteur. Et je pense aussi par exemple aux subventions aux associations. On a plus de 30 milliards tous les ans de subventions aux associations en France. On ne sait même pas exactement à quelles associations ça va. On a été obligé de reprendre les chiffres INSEE, le jaune budgétaire est faux. Et on a Gilles Carrez à l'Assemblée nationale qui dit on va supprimer la disposition fiscale pour les dons. On croit rêver, c'est-à-dire la disposition fiscale pour les dons, elle coûte 1,5 milliard à l'État. De l'autre côté, il y a 30 milliards de subventions sonnantes et trébuchantes sur lesquelles on ne fait jamais aucun contrôle sur finalement quelle est l'efficacité, quelles sont quelle efficacité pour toutes ces subventions. Donc, la première idée, c'est on peut baisser les dépenses publiques. Et ça, je crois qu'il faut le marteler, il va falloir le marteler dans toute la campagne, il faut le dire, le redire, et encore le redire. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça bouge à Paris, parce que des think tanks de gauche, comme Terra Nova par exemple, avec qui j'ai beaucoup d'occasions de débattre, disent aujourd'hui il faut baisser les dépenses publiques. Il y a un an, ils se moquaient quand je disais on dépense trop d'argent public, ça ne va pas pouvoir durer comme ça, etc. Donc aujourd'hui, on a un boulevard sur cette question. Mais il faut qu'on fasse, et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, des propositions concrètes. Parce que ça ne sert à rien d'être incantatoire et de dire la dette, la dette, la dette, comme font plein de gens aujourd'hui, sans dire où est-ce qu'il faut couper. Et là, nous faisons des propositions concrètes. Vous pourrez lire le dossier pour sauver la note de la France, il est téléchargeable sur notre site internet. Et nous disons, par exemple, il faut regrouper les aides sociales en espèces, par exemple le RSA avec notamment les aides au logement, avec tout ce qui est versé en espèces aux foyers fiscaux, et le plafonner à un certain montant, un maximum par foyer fiscal et par mois ou par an. Et ça, c'est ce que fait David Cameron au Royaume-Uni. Ils n'ont pas forcément des dépenses publiques dans un meilleur état que le nôtre, mais ils empruntent beaucoup moins cher sur les marchés. Pourquoi ? Parce que Cameron, il a annoncé plus de 100 milliards de coupes dans les dépenses dans les prochaines années. Tandis que nous, pour l'instant, c'est un peu léger. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver à dire. C'est-à-dire il y a des endroits dans lesquels on peut couper, et ça ne va pas forcément mettre toutes les personnes dans la rue, etc. Mais il faut montrer qu'on coupe dans les salaires des fonctionnaires, on gèle vraiment les salaires, les ministres, les parlementaires font un effort. J'avais écrit pour les parlementaires une tribune à co-signer. Il y a déjà plus d'une dizaine de parlementaires qui avaient co-signé, qui disaient on est prêt à faire baisser nos indemnités parlementaires pour le verser au désendettement. Mais bon, finalement, ils ont plus voulu signer. Mais bon, j'étais un peu déçue parce que j'étais prête à faire publier ça dans le Monde, j'avais tout envoyé. Mais c'est pas grave, il ne faut pas s'arrêter là parce que de toute façon ça va bouger. Donc d'autres le diront. Et puis quand une idée est dans l'air, vous savez, on n'est jamais propriétaire d'une idée. Elle a sa propre vie. Et donc, d'autres le reprendront et d'autres le feront passer. Mais ça veut dire que finalement, on est sur la bonne voie. Il faut trouver tous les leviers d'économie et tout autant que vous êtes. Vous avez sûrement des idées, des choses que vous voyez autour de vous qui font qu'on pourrait dépenser moins à tel ou tel endroit. Et tout ça, il faut le faire remonter. Le faire remonter en permanence pour dire non mais là à tel endroit on peut dépenser beaucoup moins, ceci on peut le céder, cela on peut le réformer. Et c'est en ayant ce prisme que à la fois dans les dépenses sociales, dans les dépenses de l'État, dans les dépenses locales, on peut trouver tous ces milliards qu'on dépense en trop tous les ans, sans pour autant casser la croissance. Parce qu'en baissant dans les dépenses publiques, on ne cassera pas la croissance. C'est en augmentant les prélèvements obligatoires de façon inconsidérée qu'on finira par empêcher totalement la croissance de repartir. Et c'est là qu'il y a une difficulté aussi, et un message à faire passer. Donc les prélèvements obligatoires, on ne va pas pouvoir les augmenter plus. C'est pas possible. Donc de l'autre côté, il faut faire quelque chose sur les dépenses publiques. De l'autre, c'est la question de la croissance que j'abordais tout à l'heure, c'est la question de l'entrepreneuriat,
mieux considérer nos entrepreneurs et de leur donner envie. Et ça, c'est difficile parce que ça fait aussi des années qu'on ne leur donne pas forcément envie de prendre des risques en France. Et quand je vois des gens comme Marc Simoncini, qui a monté une très belle entreprise, même si tout le monde n'adore pas ce qu'elle fait, qui s'appelle Mythique, quand il a vendu 150 millions d'euros, aujourd'hui il a réinvesti dans un fonds qui finance des startups et il a un ISF énorme à payer, il paye 2000 euros d'ISF par jour. Donc évidemment c'est difficile de se dire on va continuer d'entreprendre dans un pays où finalement on est plus taxé quand on réinvestit dans des boîtes que quand on investit dans des œuvres d'art qui ne sont pas taxées à l'ISF. Vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est que ceux qui ont créé en France, qui ont vendu, finalement on les incite plus à acheter des tableaux qu'à créer des emplois. Et ça, c'est une grosse difficulté, je pense, qui finalement, à force, finit aussi par ne pas donner aussi envie aux entrepreneurs de transmettre leur boîte à leurs enfants. Finalement, ils vendent, ils achètent quelques tableaux, et puis c'est aussi bien en termes d'héritage. Hein, voilà, donc la difficulté, c'est ça. Et je crois qu'on a un gros challenge devant nous, un gros défi à relever, parce que toutes nos idées ne sont pas encore passées, mais aujourd'hui il y a un frémissement. Et quand j'entends le journaliste du Monde me dire « il faut absolument qu'on travaille avec vous », je me dis « mais ce pays a changé ». Il y a 10 ans, les mêmes, ils voulaient pas entendre parler de nous. J'attendrai de voir. Non mais oui, d'accord, mais... Vous êtes optimiste. Non mais il faut être optimiste parce que sinon on ne travaille pas dans un secteur. Oui, vous savez, je vais vous dire. Je crois que aussi bien moi que toute l'équipe qui travaille tous les jours à la Fondation IFRAP, il y a beaucoup de bénévoles. Je crois qu'il faut souligner ceux comme Philippe François, Bertrand Noël qui travaillent de façon acharnée avec nous. Ils sont comme vous. Ils ont des doutes, ils se disent on est vraiment dans une situation terrible. Et en même temps, s'ils font ce job sans être rémunérés, ils le font parce qu'ils croient qu'il y a des réformes qui sont encore possibles et parce qu'ils croient qu'il y a des gens qui doivent aller au fond des politiques publiques pour pouvoir les faire ces propositions. Parce que sinon, ça reste incantatoire. Et on ne peut pas rester dans l'incantation si on veut faire bouger un pays. Je pense qu'il faut arriver et mettre sur la table les propositions et dire voilà, moi j'ai fait tous les calculs, j'ai tout chiffré, il y a ça et ça qui est possible. On peut aussi se tromper, mais il faut faire des essais, par exemple expérimenter, de faire gérer des lycées ou des collèges avec le même argent, ou avec un peu moins d'argent, par des gens extérieurs à l'éducation nationale. Ça, vous voyez, ça sera possible bientôt. Ce sera possible parce qu'il y a aussi à l'intérieur du système éducation nationale, des gens qui disent qu'ils veulent plus s'occuper des élèves qui sont les plus à problème. Et au final, un jour, ils accepteront qu'on délègue la gestion. Et ça, c'est les services publics de demain. C'est-à-dire, voilà, on vous délègue, on vous donne tant d'argent par élève, et puis vous ferez, vous serez contrôlé, bien sûr, mais vous amènerez vos élèves jusqu'à finalement un avenir peut-être meilleur que ce que leur propose aujourd'hui et que ce que peut leur apporter l'éducation nationale telle qu'elle est gérée aujourd'hui. Donc, je voudrais finir donc, sur cette touche optimiste. Il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Parce que je pense que, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je pense que jamais nos idées ont été aussi proches du passé. Jamais. Et je peux vous dire ça parce que ça fait 10 ans que je bosse là-dedans. Et 10 ans que je vois à quel point il y a des blocages sur ce que nous proposons. Et là, c'est maintenant. Alors peut-être qu'on va passer des moments très difficiles, etc. Mais quand on voit que même à gauche, ils ne sont pas capables de répondre quand je leur dis « mais enfin, vous savez très bien que vos 60 000 postes, vous ne pourrez pas les créer ». Et ils disent « mais en fait, on va faire un nouveau programme, ce sera en janvier ». Ça prouve aussi que, si vous voulez, ils finissent par comprendre que les vieilles recettes politiques qui ont été utilisées aussi bien à gauche qu'à droite, de toujours promettre plus et plus de dépenses, sans jamais les remettre en question et d'empiler les strates,
C'est plus possible, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et je pense que ça passera par des choses qui ne nous feront pas plaisir. Par exemple, personne n'a envie de voir sa commune fusionner avec celle d'à côté. Mais à quoi ça sert de garder... À quoi ça sert de... Non, mais je dis ça parce qu'on est tous on a tous un petit côté attaché à sa mairie, à son clocher, à je sais pas quoi. Mais quand vous avez 3 écoles de 3 classes de primaire, les unes à côté des autres, évidemment, ça ne peut pas tenir la route. Quand vous regardez par rapport à l'Allemagne, on a des milliers d'écoles primaires en plus par rapport aux Allemands. Et on dépense beaucoup plus au niveau éducation. C'est des problèmes, des réformes de structure aussi qu'il faut arriver à faire. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'étais beaucoup trop longue.